Ici, c'est une première. Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme. Bon, ça c'est un exemple évidemment célèbre, et c'est vrai qu'à 7h du matin, quand on entrait dans son bureau, qu'il préparait son interview de 8h15, il y avait des stabilos roses, jaunes, bleus, des fiches cartonnées, format A5, et il était concentré, penché sur ses notes, ses questions qu'il relisait, qu'il surlignait inlassablement. Il n'était jamais question de le déranger à ce moment-là, et c'est pourquoi précisément je le dérangeais. Et il maugrait, il bougonnait, je voulais savoir ce qu'il traitait. Il disait, c'est pas le moment, pas le moment. Et nous échangions quand même quelques secondes. C'est une génération exceptionnelle, Gérard Carrérou, dont vous faites partie, une génération qui a pris le pouvoir au début des années 70, qui a remplacé la génération qui était finissante, qui était celle de la guerre, au fond. Vous étiez tous très jeunes. Et on pourrait citer Jean-Claude Dacier, Étienne Moujotte, Philippe Labro. En fait, c'est une pluie de talents. Anne Sinclair, Michel Catherine, Cotta, Yvan Lebaille, Michel Charles Cotta. Villeneuve. Bon, il y a un Tout paquet. à fait étonnant. Mais vous savez, on a été formé par la génération. Moi, je me souviens, la politique, je l'ai apprise d'un monsieur qui s'appelait Georges Altschuler. Georges Altschuler, c'était un des éditorialistes de la presse de la Résistance. Et quand je suis arrivé à Europe, en 70, c'était déjà un vieux monsieur. Mais un vieux monsieur qui avait dans la tête tout ce qu'était la guerre, l'avant-guerre, la guerre. J'ai appris des choses formidables. Et nous, finalement, ça nous a formés. On a pris la succession de cette génération et on a été cette génération des années 70. Alors, souvent, les gens aujourd'hui me disent, vous savez, les journalistes d'aujourd'hui sont pas terribles. Je leur dis non, c'est pas les journalistes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de journalistes d'aujourd'hui qui sont de très bonne qualité, des hommes et des femmes notamment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes journalistes. Il n'y en avait pas du tout. Bon, il y en avait deux à Europe 1. Il y en avait, grâce à Catherine et à Michel, il y en avait deux à Europe 1. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les journalistes qui sont globalement de moins bonne qualité, parfois un peu, pour certains qui devraient apprendre la grammaire, mais pour la plupart, ils sont. Mais c'est ce qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire, on avait des hommes d'une trempe. Mais oui, mais même des gens dont parfois on riait un peu. Certains riaient un peu, des Chaban-Delmas ou des gens comme ça. C'était des héros. C'était des héros. Enfin, je veux dire, c'était des poids lourds de la. Oui, Sanguinetti. Ma jambe de bois, tu vas voir. C'est un peu. C'était une jambe de bois. Oui, absolument. Et dans un débat, il avait menacé son adversaire de lui flanquer un truc avec sa jambe de bois. Non, mais c'est pour vous dire, mais on avait des géants quelque part. Et quand on est face à des géants, même un journaliste de moyenne qualité a tendance à se bonifier. Merci Gérard, je vous remercie grandement. Vous allez pouvoir repartir avec votre téléphone qui date précisément de la guerre, la période dont vous parliez avec M. Altschuler. Le monde d'avant, c'était un monde meilleur. Vous avez gardé, et on va recevoir Laurence Ferrari, qui est une vraie bébé européen. Bonjour Laurence. Bonjour Pascal. Quand je dis une vraie bébé européen, c'est-à-dire que votre premier engagement dans ce métier, c'est européen, et vous arrivez dans une rédaction... Avec un Gérard Carrérou qui était directeur d'information. Mais j'imagine, à l'époque... Tout le monde, quand vous arrivez à ce moment-là, tout le monde rêve d'être à Europe 1. C'est une école, c'est une rédaction, c'est la meilleure rédac de France. Tous les noms que vous avez cités, ce sont que des enfants d'Europe 1, d'ailleurs. Tous ceux qui font le PAF aujourd'hui ou qui l'ont fait hier, ce sont des gens qui sont nés à Europe 1. Europe a été une pouponnière. Sonia voulait dire un mot, parce que je sais que Sonia, vous devez aussi... parce que vous avez, je crois, une petite émission ou une grande sur une chaîne CNews qui va commencer à midi, c'est ça? Tout à fait. D'abord, saluer mes consoeurs, évidemment, Laurence et Catherine, avant de partir. Et vous dire, parce qu'on a parlé de Jean-Pierre, ses relations avec les politiques, ses relations avec les journalistes. Il y a aussi, il faut le dire, ses relations avec les patrons. Je crois que c'est important, parce qu'il y a père et fils Lagardère. Et je ne le dis pas parce que je suis à Europe 1 depuis longtemps, mais c'est important. Avec le père Lagardère, avec le fils Lagardère, Jean-Pierre avait une vraie proximité, une vraie amitié. Et je pense qu'aussi on est là et il doit au sens noble du terme sa longévité à la confiance des patrons. Il y a eu aussi Constance Benquet, il y a eu Donna Vidal-Rebel. C'est important, voyez-vous Pascal, parce qu'il faut avoir un moment, quand aussi on a des moments où on est parfois critiqué dans ce métier, où il y a des moments de tension, il faut être soutenu aussi par ceux qui vous ont tendu la main, il faut être soutenu par ses patrons. Il a été à des moments importants dans sa vie, où parfois il faut rappeler aussi, il y a eu des moments difficile où il a été mis de côté, et donc ses patrons étaient là. On peut aussi évoquer évidemment CNews et Canal, Gérald Brice-Viré, Serge Nedjou.
gère ça. Je pense que c'est important de le dire. Mais là où vous avez raison, c'est que les coulisses, derrière le rideau, il y a quand même des hommes et des femmes aussi qui nous poussent et qui sont là quand on a aussi besoin. Oui, et même je trouve que ça va encore au-delà de ça, puisque je souscris à 100% à ce que vous dites, c'est que notre liberté, c'est nos patrons qui nous la donnent. Ça, c'est ma conviction. Et que c'est précieux dans ce milieu. Exactement. Et j'ai connu des maisons, et Laurence en a connu aussi, où les patrons, parfois, pouvaient se réjouir quand un de leurs employés ou un de leurs journalistes avait parfois... Il est arrivé de travailler sous la mitraille, mais quand ça venait de son propre camp. Exactement. Et ça, c'est plus difficile. Je suis d'accord avec vous. Je peux vous quitter sur la pointe des pieds et des fleurs. Ça va être un déchirement, mais je sais que c'est pour la bonne cause, parce que vous prenez l'antenne à quelle heure ? Midi. Vous allez être un peu en concurrence avec nous, d'une certaine manière. Vous êtes le maître. Bon, je suis l'élève. Maître Yoda. Chère Sonia, il est 11h33, vous êtes donc à 27 minutes de l'antenne. Voilà. Bon, écoutez, on ne vous écoutera pas, ça vous apprendra. Et on va poursuivre évidemment ensemble. Laurence est là, bien sûr, et à midi, nous pourrons... à midi jusqu'à 13h d'ailleurs, on peut parler de Jean-Pierre Elkabbach. Pour le moment, on marque une pause. À tout de suite. Le générique de Découverte. Découverte, faut le dire, Catherine Ness, il revient par la petite porte. Oui. Il a été viré en 81 par... Vous vous rendez compte que c'est l'homme qui annonce la victoire de Mitterrand à la télévision, et la foule socialiste qui exulte est dans les rues pour le conspuer, lui, Étienne Moujotte, Alain Duhamel, voilà, et ils ont été virés. Voyez. Donc c'est quand même pour quelqu'un qui réussissait avant, qui était déjà un grand intervieweur, recommencer de zéro. Vous voyez, c'est du plus bas, je dirais pas le plus bas, mais enfin, il est arrivé à Europe, une émission à 18h, 19h à l'époque. 14h c'était au départ, après elle sera à 18h. Bon, alors, oui, elle est à 14h au départ. Oui, ça c'est vrai. C'est encore pire. Il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Donc, voilà, vous voyez, et donc il avait cette ténacité et savoir qu'on peut repartir du bas pour arriver en haut. D'abord, c'est une technique Giscard, qui après s'est fait élire conseiller général après avoir été président de la République. Enfin, lui aussi, il savait que c'est par le bas que voilà, se faire comprendre d'une rédaction, et il a très vite réussi parce que, comme je l'ai dit, à l'époque c'était Gérard et moi qui faisions l'interview, ça s'appelait Parlons vrai en duo. Et là, bientôt on nous a dit qu'il fallait laisser la place à Monsieur Elkabbach. D'ailleurs, écoutez, si je suis franche avec lui, je ne sais pas si à deux, on aurait eu la même volonté de faire venir les plus grands, de se donner cette énergie, mais non-stop. C'est-à-dire que lui, il n'arrêtait jamais. Vous voyez, pour lui, le mot toxique, c'est retraite. Un jour, on nous a dit, lui et moi, voilà, vous pourriez faire valoir votre retraite. C'est vrai, moi je dis comme ça, on pourra embaucher un journaliste de plus, je coûterai moins cher et puis j'aurai un contrat, moi ça m'allait très bien. Lui, il a entendu le mot retraite, pendant 4 jours il n'avait plus de voix, il ne pouvait plus parler tellement ça lui avait fait un choc, parce que c'est des mots comme ça, il ne pouvait pas. Et quand il vous dit là, ou quand il dit dans un extrait, je mourrai en scène, d'une certaine manière il est mort en scène, parce qu'avec son livre et tout ça, donc c'était pour lui, voilà, c'était quelqu'un qui avait une curiosité, un amour de l'information et qui était comme, vous voyez, sentir ce qui se passait dans le monde partout. Cette énergie-là... Et c'est vrai que cet enthousiasme, surtout, a passé 80 ans. Il était de 1937, Jean-Pierre. Il travaillait encore il y a quelques mois à CNews. Et cette curiosité intacte, cette énergie est tout à fait rare. Alors, Laurence Ferrari, je le disais, est avec nous. Et Laurence, c'est un bébé européen. Donc, quand vous arrivez dans cette rédaction... où il y a des monstres à l'époque. Des mythes. Quel premier souvenir avez-vous avec Jean-Pierre Elkabbach ? À l'époque, il est quoi ? Il est directeur de la station ? Il fait simplement l'interview du matin ? Je pense qu'il fait l'interview. Parce qu'après, il sera PDG d'Europe 1. Oui. Mais d'abord, il fait l'interview. Et moi, je me rappelle. Tu es arrivé à quelle 89. 89. Oui, bien. Donc, il faisait l'interview. Et ce qui était fascinant, c'est que nous, on était des tout petits journalistes, de rien du tout, même parfois des stagiaires. Il sortait de son studio et il venait nous voir et disait « Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview ?» Je me rappelle d'une avec Yasser Arafat. Bon, quand même, Yasser Arafat, il s'était battu des semaines pour avoir cette interview. J'aurais peut-être dû commencer par autre chose. Tu crois pas ? En fait, il nous posait les questions, il écoutait nos réponses, mais au fond, son pire juge, c'était lui-même. C'est-à-dire qu'il était exigeant avec lui-même. Il refaisait le match. Son propre match. En permanence, il refaisait le match. Il se refaisait l'interview en boucle 10 fois. Et ça, vraiment, je me suis dit, là, tu as un grand du journalisme face à toi. Et le fait qu'il nous demande à nous, qui n'étions rien, notre avis, c'était aussi le signe qu'il écoutait, quand même, quelque part. Et une forme de générosité avec les plus jeunes, s'il leur reconnaissait du talent. Oui, c'est ça. Parce qu'autrement, il pouvait être impitoyable. Oui. Mais s'il voyait en vous, la jeune journaliste de qualité, qui a envie d'apprendre, qui est à l'écoute, etc., là,
il peut transmettre. Oui, il donnait des conseils très très importants. Par exemple, la première question. Voilà. Il dit qu'il faut installer le rapport de force tout de suite en interview. Ce que nos auditeurs savent peut-être pas, c'est qu'une interview politique, c'est un quart d'heure, donc c'est extrêmement court. C'est un vrai match de boxe, alors pas au sens avec des gants, mais voilà, il y a un rapport de force qui s'instaure tout de suite avec l'invité, femme ou homme politique en face. Il faut imposer votre propre tempo à vous, plutôt que de vous laisser complètement imposer le tempo par l'invité. Donc c'est la première et la deuxième question. Ça se joue sur les 2 premières minutes, disait-il. Il faut imposer ton rythme, quitte à déstabiliser, parce que si tu te laisses embarquer dans l'interview par l'homme politique, c'est fini, tu ne rattraperas pas l'affaire. Donc voilà, il fallait imposer le rythme tout de suite. Techniquement, une interview, ce que vous avez fait, et souvent on en a parlé d'ailleurs hors antenne, j'ai toujours pensé que ce que vous faites est très dur, l'interview d'1 quart d'heure, parce que ça demande d'être extrêmement écrit, extrêmement précis. C'est pas du tout comme animer un débat, ce que vous faites également, et que ça demande des qualités, effectivement, d'être extrêmement incisif. Et pas seulement, et il faut écouter. Et aussi, ça c'est une des grandes leçons qu'il disait, il faut aussi écouter les réponses. Parce qu'on peut être super prêt, avoir 150 questions, on n'en posera que 10 in fine, mais il faut entendre la réponse de l'invité et rebondir dessus. Voilà, c'est ça. Et à la fois préparer la question, mais surtout écouter l'invité, c'est une grande leçon d'El Kabbach. Il est 11h41, est-ce que nous pouvons écouter peut-être justement Jean-Pierre El Kabbach? Alors on a beaucoup de documents à écouter, et lorsqu'il était venu sur le plateau de CNews pour parler de son livre et de ce qu'était pour lui cette profession. À moi et à mon destin, d'où je viens avec la petite mise juive d'Oran, Fauché, etc., qui peu à peu arrive à Paris, se bat, prend des coups, en rend quelquefois, et arrive à avoir un destin exceptionnel, avec des rencontres, avec des émotions, et en même temps on voit tout le chemin qui est parcouru. Et oui, il y avait peu de mise au départ, et le gars, mais en même temps, sauf que vous avez une détermination folle, une intelligence quand même qui est capable de vous permettre. D'autres intelligences. Vous savez ce que me disait Henry Kissinger, puis il a écrit aussi. Je lui disais, un chef d'État, c'est l'intelligence. Non, l'intelligence, il n'y a pas tout. Le caractère. Et le courage, c'est tout. Et la chance? Oui, mais alors il faut aller à la rencontre de l'autre. Vous avez plus de caractère ou plus de courage? Ça va ensemble. Catherine, tous ceux qui ont été interrogés sur la part de l'intelligence dans les réussites exceptionnelles, parce que Mitterrand disait la même chose, soulignent que l'intelligence, au fond, n'est pas le facteur essentiel d'un destin particulier. Oui, parce que si on entend par intelligence le fait qu'on est élu député, qu'on devient ministre, qu'on a fait l'ENA, qu'on a fait des études, qu'on peut cocher toutes les cases, qu'on a eu des prix, c'est la patte humaine qui fait la différence. C'est-à-dire quelqu'un qui sait écouter les Français, leur parler, toucher leur cœur. Et les Français c'est un peuple très politique et jugent très vite à qui ils ont affaire quand un homme politique se présente. Voilà, ils se disent pas il est intelligent. Enfin, ils peuvent se dire quelquefois qu'il est bête, ça peut arriver, mais qu'il est très intelligent, c'est pas ça qui les frappe. C'est de leur dire, c'est la sincérité, et dans ce monde de plus en plus complexe, qui peut dire aujourd'hui je ferais mieux que celui que je vais remplacer, vous voyez? Mais quand même, s'il y a de la sincérité, du dynamisme, du charme. Du charme, voilà, c'est le charisme, vous voyez. On marque une pause, on est avec Catherine Ney, avec Laurence Ferrari, avec Géraldine Amont également, et puis avec les auditeurs qui vont pouvoir intervenir tout de suite après cette page en couleur, comme disait André Arnaud. Exactement. C'est ça, voilà. La page en couleur. Et pendant ce temps-là, il buvait un peu de whisky. Bah écoutez, voilà. Moi je ne suis qu'à l'eau minérale. Oui, voilà. Les temps changent, Pascal. Et il fumait. Ah, bah là, il fumait pendant 2 heures et on sortait avec. Il fumait pendant et on sortait du studio. André Arnaud, vous avez connu également, bien sûr, il dictait le 13h, c'était un des monuments d'Europe 1, évidemment. Oui. À tout de suite. Vous témoignez au 01 80 20 39 21, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. François Mitterrand est élu président de la République. C'était le 10 mai 1981, bien évidemment, et c'était une des scènes qu'on a vues 10 000 fois à la télévision, et à côté, Étienne Moujotte est là parce que c'était Antenne 2
et Europe 1, qui étaient les deux rédactions les plus performantes de l'époque en audiovisuel au moins, puisque à l'époque Antenne 2 était supérieure à la rédaction de TF1. Il y avait une modernité avec les années de Marcel Julien et Jean-Pierre Elkabbach incarne ça parce qu'il était Antenne 2, alors que Étienne était évidemment Europe 1. Europe 1. Non, il était Europe 1. Europe 1. Il est directeur général d'Europe 1. Voilà. Et d'ailleurs, on faisait ça jumelé avec. C2I Honeywill-Bull. Il y avait également, il y avait René Raymond. Enfin, on a grandi avec ces soirées électorales et tout le monde regardait les soirées électorales sur Antenne 2 et jamais sur TF1. On n'a aucun souvenir de TF1 à cette époque-là. Je vous propose d'écouter Julien Dray qui était chez Thomas Hill tout à l'heure et qui a témoigné de son affection et de sa peine. L'Europe, pour Jean-Pierre, c'était sa vie. C'était sa vie. Ouais. Il n'était jamais aussi heureux que le matin dans son studio. Quand on allait le voir, excusez-moi, on arrivait pour l'interview où il était là avec son écharpe, son éternelle écharpe, le stabilo, sa fébrilité. Et puis, on partait. Et puis après l'interview, on revenait et on parlait. Moi, mon plaisir, parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, qui m'avait accompagné. C'est un grand frère. Le plaisir après, c'était de regarder tous les livres qu'il recevait dans son bureau. Et puis mon cartable était plein à chaque fois quand je repartais. Voilà. Mais Jean-Pierre, c'était comment vous dire, une énorme humanité. Une énorme humanité. C'est formidable d'ailleurs d'entendre Julien Dray et de voir la passerelle qui existe entre lui et Jean-Pierre Elkabbach, au-delà de la dureté parfois qui a pu exister dans les interviews. Mais il savait nouer un rapport particulier aux hommes et aux femmes politiques. Et tous ceux que j'ai interviewés depuis hier soir, notamment pour Paris Match, je pense à Fabien Roussel, Gérard Larcher, me disaient en fait, à la fois, il nous rudoyait, il nous malmenait à l'antenne, mais il nous faisait progresser. À l'époque, être interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, il n'y avait pas autant d'interviews politiques. Il y en avait une la qui Légion comptait. d'honneur. C'était celle-là. Donc on tremblait, on avait les genoux qui faisaient clac-clac en entrant dans le studio, mais on sortait meilleur qu'en entrant. Et il savait encore une fois, et Gérard Larcher me l'a dit, parce qu'il a créé Public Sénat, Jean-Pierre Elkabbach, il ne faut pas l'oublier, il a su nous entraîner, nous les parlementaires, on n'était pas très bons en interview politique, à cet exercice-là qui est hyper important pour aller parler aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et lorsque j'ai reçu le 29 août ici Nicolas Sarkozy, j'avais appelé Jean-Pierre Elkabbach pour qu'il soit présent dans l'émission. Et la voix était faible lorsque je l'avais eu au téléphone et il n'avait pas souhaité intervenir précisément parce qu'il m'avait dit « j'ai peur de ne pas pouvoir être à la hauteur d'une certaine manière ». Mais il m'avait rappelé, et Nicolas Sarkozy l'avait confirmé, qu'avant d'être interrogé par Jean-Pierre, c'était la première fois que Nicolas Sarkozy faisait une interview politique, il avait attendu 5 ans. Il avait attendu 5 ans, il l'avait rencontré plusieurs fois, il l'avait vu qu'il était un jeune loup de la politique. Était-ce, après qu'il soit maire de Neuilly, il est élu dans les années 83, je pense, maire de Neuilly. Oui, 86 même. Il y a des municipales, en tout cas, en 83. Et oui, puis, mais alors c'est 80. Non, c'est après. C'est parce que le maire est mort. C'est Achille Péretti qui meurt en cours de mandat. Oui. Et il l'avait interrogé. C'était la première fois, évidemment. Mais Nicolas Sarkozy dit « j'ai patienté 5 ans ». Alors, Marie-Agnès est avec nous, puisque cette émission, c'est aussi l'interaction avec les auditeurs. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Pascal. Vous avez quel âge Marie-Agnès ? J'ai 75 ans. Donc vous avez grandi, en tout cas, traversé la vie avec Jean-Pierre Elkabbach. Je vais vous dire, avec Jean-Pierre Elkabbach, mais avec mon premier chagrin, c'est quand De Gaulle est parti, j'ai pleuré comme une madeleine. Bon, ça c'est autre chose. Donc, moi, je n'avais pas une norme. Pour moi, c'est quelqu'un qui changeait d'avis comme de chemise. Voilà, je trouve qu'il était absolument obséquieux. Je trouve qu'il avait un côté obséquieux vis-à-vis des politiques. Et je lui reproche beaucoup. Enfin, moi je me souviens de l'interview de Mitterrand où il interroge Mitterrand il est sur, sa prétendue résistance et autres. Et j'ai trouvé qu'il s'était écrasé. Ah non, c'est le contraire. Marie-Agnès, cette interview... c'est le ressenti que j'ai eu. Mais oui, parce que vous n'aimiez pas Mitterrand. C'est tout le problème qu'on a, nous, journalistes. Dans ma famille, on le détestait.
Ben oui, c'est ce que je vous dis, vous n'aimiez pas Mitterrand. C'est-à-dire que le problème que nous avons, journalistes, bien souvent, c'est que lorsqu'on reçoit notamment un homme politique, et là Laurence va pouvoir en parler, c'est que les gens aimeraient qu'on soit le porte-parole de leur cerveau. Donc s'ils aiment bien Mitterrand, ils ont envie qu'on dise du bien, et s'ils n'aiment pas Mitterrand, ils ont envie qu'on dise du mal. Ah oui, de toute façon, vous avez toujours tort. Donc soit vous êtes contre l'invité, et alors ses supporters vous en veulent, soit vous êtes trop sympa avec lui, et là c'est ceux qui le détestent qui vous... Mais je comprends ce qu'elle dit en fait. Et on regarde effectivement les interviews. C'est un exercice difficile parce que, encore une fois, on ne fait jamais l'unanimité. Mais je comprends ce que dit notre auditrice. Voilà, que parfois, on a des sentiments qui ne sont pas ceux que nous, on ressent en studio. C'est pour ça qu'il y a un vrai décalage entre notre auditoire, nos téléspectateurs et ce qu'on ressent dans le studio. Mais l'interview, Marie-Agnès, dont vous parlez, moi je trouve que c'est une des plus grandes interviews des 50 dernières années d'un homme politique. Et elle est sans concession. Moi je l'ai revu de nombreuses fois. Les questions qu'il pose à François Mitterrand sont terribles. Mais en même temps, et Mitterrand le dit, c'est la différence qu'il y a entre un homme qui n'a pas connu la guerre, qui est Jean-Pierre Elkabbach, qui est de 1937, et un homme qui l'a connu, et qui lui dit, vous ne savez pas au fond comment c'était, vous ne pouvez pas prendre des lunettes, en l'occurrence c'était en 1994 ou 95, pour juger 1942. Oui, parce qu'on a oublié ça, parce que moi je peux témoigner que moi je n'ai jamais entendu parler de l'Holocauste avant de venir à Paris faire mes études au début des années 63, 64, 65. Et ça nous paraît incroyable. Eh bien oui, mais lorsque parce que Nuit et brouillard ou Primo Levi, moi je n'avais pas lu, j'ai découvert avec La Rafle du Veldiv, et j'ai commencé à lire ça, et après j'ai cherché. Mais à Périgueux, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas... on n'en parlait pas. Mes parents, vous voyez, dans Historia, il y avait tout sur le stalinisme, le meurtre des Polonais à Katyn, enfin tout ça. Bien sûr. Voilà, donc tout ça qui m'effrayait, mais il n'y avait absolument rien. Et chose qu'on a oubliée, c'est que Madame Veil, lorsqu'elle est devenue ministre de la Santé en 1974... Elle n'a fait son outing qu'en 79. Quand elle a présenté la loi sur l'avortement, elle avait ce matricule, les députés ne savaient pas ce que c'était. Vous voyez, quand on a parlé du four crématoire, le député ne savait pas qu'elle avait été déportée. On marque une pause, 11h54, à tout de suite.